La démocratie. C'est un sujet qui paraît bateau, mais en fait, le problème est que la démocratie, le mot démocratie, a quantité de sens différents et il a revêtu dans l'histoire des sens successifs très différents. Je commencerai donc mon exposé en vous citant le livre de George Orwell, 1984, qui commence de la manière suivante: la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Par cette formule, qui est répétée tout au long du livre, Orwell voulait montrer que le vocabulaire est une chose extrêmement mouvante et que l'appropriation et la perversion du vocabulaire sont malheureusement une des conditions de travail des régimes sécrétés par l'État moderne. Depuis le XVIIIe siècle, un des dogmes de la société qui était contenu dans les Lumières, c'est que l'esprit humain est modelable, qu'on peut le changer, on peut le modeler comme de la cire, et que le vocabulaire, la modification du vocabulaire, est un moyen pour conditionner les gens. Eh bien, parmi tous les mots que le vocabulaire politique véhicule, il n'y en a pas qui soit plus susceptible de modification de sens que le mot démocratie, sauf peut-être le mot liberté. Et pourtant, ce mot est répété à l'envi. On entend partout parler de démocratie. Aujourd'hui, le fait d'être une démocratie devient un synonyme de légitimité. Les États occidentaux ont bâti l'idée que lorsqu'on n'était pas démocratique, eh bien, on était un régime que l'on pouvait renverser comme on voulait, et contre lequel la guerre était légitime. Nous avons vu d'ailleurs pendant les 15 dernières années plusieurs cas scandaleux et désastreux d'ailleurs par leurs conséquences d'application de ce principe. Et à la limite, on peut même dire que démocratie est synonyme de choses d'ailleurs fort différentes comme libéralisme, liberté, bonheur, tout ça, ça devient des mots qui sont équivalents. Donc, mon exposé va s'articuler en trois parties. Dans une première partie, je vais détailler les sens de ce mot, les sens successifs de ce mot. Puis, dans une deuxième partie, nous ferons l'inventaire de la critique contre-révolutionnaire et maurassienne, Maurras étant l'une des expressions de la contre-révolution. Mais nous n'en resterons pas là, et ensuite je vous ferai une troisième partie dans laquelle je vais essayer d'adapter notre réflexion, une réflexion contre-révolutionnaire et maurassienne, à la situation qui est celle d'aujourd'hui, celle que nous connaissons depuis une trentaine d'années, et qui est fort différente de ce que nos maîtres ont connu, sans pour autant être radicalement opposés, mais avec des nuances qui impliquent, à mon avis, une attitude nouvelle en ce qui concerne le vocabulaire, et notamment ce mot de démocratie. Donc je commence par parler des quatre sens traditionnels du mot. Et d'abord, nous allons parler de la démocratie antique. La démocratie antique, elle apparaît au 6e, 5e siècle, à Athènes, et puis dans d'autres villes, mais avec une teinture tout à fait différente. Il faut noter qu'à Athènes, on a commencé par une monarchie qui a été renversée à la fin des âges obscurs, et qui a été remplacée par une oligarchie, c'est-à-dire un gouvernement aristocratique, celui de ceux qu'on appelait les aristoi, les meilleurs, et qu'on appelle également les eupatrides, ceux qui ont des parents illustres, des parents de bien, des bons parents. Et donc cette démocratie va être établie en plusieurs étapes, notamment deux dictatures, celle de Solon, et puis celle de Clisthène,
qui vont instaurer ce régime démocratique. Alors ce régime démocratique, il faut d'abord être très clair sur ce qu'il représente, c'est qu'il est très loin d'être comparable à ce que nous connaissons aujourd'hui. En effet, dans l'Athènes du 5e, 4e, et d'ailleurs jusqu'à la fin de la cité Athènes, au IIIe siècle après Jésus-Christ, à Athènes, les citoyens sont une petite minorité. Et oui, à Athènes, il y a 20% de citoyens. 20%, il y a donc 80% de gens qui ne sont pas des citoyens. Qui sont les gens qui ne sont pas des citoyens? Mais d'abord les femmes, évidemment. Hein, car vous savez qu'Athènes, à la différence de Sparte, est une cité qui est très misogyne. Hein. Les femmes ont un traitement quasi oriental à Athènes, à la différence de Sparte, où les femmes sont beaucoup plus libres. Et puis il y a également toute une quantité de gens qui ne sont pas des citoyens, mais les esclaves, puisque Athènes est une cité avec un très grand nombre d'esclaves. Et puis ce qu'on appelle les métèques, c'est-à-dire les étrangers, qui ont reçu le droit d'habiter à Athènes, de faire du commerce, d'y gagner de l'argent, d'y exercer des professions, mais qui ne bénéficient jamais de la qualité de citoyen. C'est le régime de l'autochtonie qui va durer jusque, je vous dis, longtemps après la conquête romaine, au moment où le christianisme arrive, eh bien, c'est encore l'autochtonie qui règne à Athènes, et vous n'avez pas le droit, si vous êtes étranger, d'avoir la citoyenneté athénienne, même si vous y restez 100 ans, même 200 ans. C'est un régime qui est ainsi, ça fait partie de cette mentalité des Athéniens. D'autre part, il faut savoir qu'à Athènes, la démocratie s'accompagne de l'acceptation par le peuple, par le citoyen, de la morale aristocratique, c'est-à-dire la morale de l'honneur. Les citoyens athéniens ont revendiqué pour eux l'honneur qui était le privilège des aristocrates, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, le devoir de faire la guerre, et aussi le respect des traditions, des valeurs familiales, le respect des ancêtres. Il faut savoir aussi qu'Athènes, comme d'ailleurs toute la Grèce, communie dans une éthique commune qui est déterminée non pas par les juristes, non pas par les lois, mais par la littérature officielle avec un auteur qui imprègne complètement la Grèce antique et qui est Homère. Jusqu'au bout, les Grecs seront influencés par Homère. C'est Homère qui fixe la morale des Grecs. Bien. Donc, il y a dans cette démocratie un rôle, théoriquement, qui est celui de la vertu. Il s'agit, précisons-le, d'une démocratie directe, de ce qu'on appelle une démocratie directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Enfin, il n'y a pas d'élection souveraine. On n'élit pas un parlement, hein, on ne fait pas de référendum. Hein. En fait, quand on a une décision à prendre, pour élire la boulée, élire les magistrats, les archontes, et bien qu'est-ce qu'on fait? On se réunit sur la place, hein, et chacun vote. Et on vote à main levée ou par écrit. Par écrit, non pas avec du papier, mais avec des tessons de bouteille. Voilà. Et des tessons de poterie plutôt. Et donc, cette démocratie directe, elle implique qu'on est limité à la cité. Hein. Les cités voisines, les cités vassales d'Athènes ne viennent pas. Bon, c'est la citoyenne du coin qui viennent, ils rentrent. Et ça, c'est propre c'est ce qu'on appelle la démocratie directe, et ça n'existe absolument plus aujourd'hui. Ça a existé jusque dans les années 60 en Suisse, dans les cantons suisses d'Uri, Unterwald et Appenzell. Et là, c'est le Landsgemeinde, hein, tous les citoyens sont appelés, ils viennent à la trompe Alpenhorn, on appelle les gens, ils viennent sur la place et puis ils décident que si on va acheter une nouvelle chaudière pour la mairie ou des trucs comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Bon, précisons une chose importante. À la fin du XVIIIe siècle, et même jusqu'au XIXe siècle, on peut dire, lorsqu'on parle de démocratie, c'est de ça qu'on parle. La démocratie, c'est la démocratie directe. Jusqu'à Tocqueville, la démocratie, c'est la démocratie directe. Tout le reste, c'est pas de la démocratie.
faut quand même le savoir. C'est important de le savoir que ce mot démocratie, jusqu'au XIXe siècle, concerne exclusivement ce régime tout à fait spécial de la démocratie directe, où on est convoqué, où on vote à main levée. Dans la démocratie athénienne, il y a également un aspect qu'il faut souligner, c'est que comme toutes les cités antiques, Athènes est un gouvernement holiste. Le holisme, alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous dire, c'est un régime dans lequel l'individu est soumis à sa cité. C'est-à-dire qu'il n'est rien en dehors de sa cité. C'est pour ça que quand on l'expulse, quand on le frappe d'ostracisme, ostracisme, ça vient d'une décision qui est prise par le peuple, quand il y a un politicien qui ne leur plaît pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent son nom sur un tesson de poterie, et puis on les ramasse, et quand il y a suffisamment de votes, eh bien il est banni. C'est-à-dire qu'il est obligé de quitter Athènes, et là, il n'est plus rien. Quand vous quittez votre cité, vous n'êtes rien. Voilà. C'est très important de savoir ça. Hein. N'importe qui peut vous réduire en esclavage, vous êtes vraiment rien. Nous sommes dans une société holiste. Et donc, dans cette société holiste, il y a cet ostracisme qui est un contrôle brutal sur les dirigeants. C'est brutal, vous ne plaisez plus, on décide, on vous vire, on lance l'ostracisme. Le mot est resté aujourd'hui, mais il a un sens beaucoup plus général et beaucoup plus doux que ce qui se passait donc à Athènes. Alors, malgré tous ces caractères, vertu, holisme, etc., eh bien, la démocratie athénienne a connu beaucoup d'inconvénients, notamment le fait que les gens n'avaient pas envie d'aller voter, et pour les obliger à voter, qu'est-ce qu'on faisait? On les payait. Non seulement on les payait, mais on les payait pour aller au théâtre, pour assister à des tragédies. Après quoi, quand la tragédie était finie, eh bien, on les faisait voter. C'est ce qu'on appelle l'indemnité du théorique. Hein. Voilà un pays dans lequel les citoyens n'acceptent de remplir leur rôle que s'ils sont payés pour ça. Bon, c'était plus tellement la vertu des origines. Alors, deuxième aspect, deuxième notion qui est en rapport avec la démocratie, et qui a entraîné une adhérence du sens, c'est l'isonomie. Qu'est-ce que c'est que l'isonomie? C'est l'égalité de droit. L'isonomie qui a été théorisée par Clissen, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, et qui a dit, oui, tous les Athéniens, dans la mesure où ils sont citoyens, bien sûr, ont les mêmes droits. Et effectivement, il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas d'égalité. D'ailleurs, à Sparte, où il y a, qui ne s'est jamais intitulé démocratie, hein, mais qui était au contraire une monarchie, mais une monarchie ultra archaïque, qui était restée à des mœurs qui dataient du 10e, voire 11e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, les Spartiates, les citoyens spartiates, s'appellent les homoioi, les égaux, n'est-ce pas? Voilà, sont les égaux. Cette notion d'isonomie n'implique pas nécessairement l'égalité des conditions. Et pourtant, elle stipule d'une certaine façon, quand on commence par dire que les gens ont le même droit, on a tendance à dire aussi qu'il faut l'égalité des conditions, et c'est ce qui s'est passé à Athènes comme ailleurs, parce que vous avez eu chaque fois des démagogues qui ont dit, bon bah maintenant on va annuler les dettes, on va récupérer les grandes propriétés et les morceler, etc., etc. Donc ça c'est une conséquence également de la démocratie, l'isonomie, pas une conséquence générale et inévitable, mais fréquente. Eh bien, cette notion d'isonomie, elle va être développée à partir de la Révolution française, et notamment la Révolution américaine, et notamment Alexis de Tocqueville va, dans son livre de la démocratie en Amérique, vous voyez, lui, il est un des premiers à utiliser ce terme de démocratie, et il décrit les États-Unis, et il analyse le fonctionnement de la démocratie aux États-Unis, en disant que le régime américain induit des mœurs et des relations sociales qui sont tournées vers l'égalité des conditions. Ce n'est pas forcément une égalité réelle et stricte, mais elle renvoie à l'absence de privilèges, à l'absence d'un statut particulier, tout le monde a le même statut, et les gens, finalement, sont ce qu'ils ont voulu être, et la situation sociale des hommes est viagère, très important.
Voilà. Alors il peut y avoir des très grandes difficultés, des très grands écarts de fortune, tels que décrit Tocqueville, mais la hiérarchie sociale est instable, il peut y avoir des fortunes énormes qui s'effondrent d'un jour ou l'autre, et tous les citoyens peuvent participer au pouvoir politique, du moins théoriquement, et en même temps, eh bien, il n'y a pas de culture aristocratique. C'est-à-dire que le nivellement de la culture est généralisé. Et Tocqueville le constate, il le constate, mais disons mes figues, mes raisins. Il dit oui, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que finalement, ça crée beaucoup d'abrutissement. Et à la fin de sa vie, dans ses derniers ouvrages, eh bien, Tocqueville a un peu perdu la foi en ce qui concerne la démocratie. Et il dit oui, la démocratie, ça aboutit finalement à faire des esprits très bas, qui s'intéressent à des choses de très bas niveau. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais enfin, malgré tout, Tocqueville estime que la démocratie est inéluctable, et à ce titre-là, comme il est catho et influencé par Lamennais, il dit, voilà, c'est inéluctable, et c'est la volonté de Dieu. Voilà, alors, Tocqueville craint les conséquences de cette démocratie, notamment la tyrannie de la majorité, et le risque pour les minorités d'être opprimées. Alors, pendant un certain temps, Tocqueville pense qu'on peut, grâce à la décentralisation, grâce à la religiosité, on peut éviter tout ça. Vers la fin de sa vie, il est devenu très déçu et il constate que la liberté de la presse, qui est également une des conditions de la démocratie, a été utilisée de manière très mercantile et d'une manière qui n'a pas tenu les promesses qu'on pouvait y trouver. Nous allons maintenant aborder un troisième sens de la démocratie, sens qui a été développé, pas au début, mais au XIXe siècle précisément, à partir, disons, de la Seconde République. C'est le sens de la représentation nationale. Qu'est-ce que c'est que la représentation nationale ? C'est l'idée que le peuple ne peut pas décider tout seul, la démocratie directe, à l'époque on disait démocratie tout court, elle est absolument intenable dans un grand pays, pour des raisons pratiques. Bon. Puis des raisons également qui tiennent au manque d'éclairage, au manque de compétences des citoyens, et il va concevoir l'idée que le peuple doit désigner des représentants, et ce sont ces représentants qui ont la souveraineté. La notion de souveraineté, la souveraineté nationale, qui désigne en quelque sorte un petit nombre de gens qui vont être chargés d'exercer la souveraineté à la place du peuple qui les a désignés. Sieyès a été le grand doctrinaire de cette conception lorsqu'il a participé à la rédaction de la Constitution de 1791, et il dit ceci: la France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. D'abord, nous dit-il, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a pas assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent se borner à nommer des représentants. Les citoyens renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Alors à cet égard, je voudrais quand même vous informer d'une chose qui est importante. Qu'est-ce que vise là Sieyès ? Il le dit de manière très raccourcie, mais ça veut dire ceci, c'est qu'il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat impératif ? C'est ce qui est visé par l'article 2 de la Constitution actuelle, c'est 1958, tout mandat impératif est nul. Alors, qu'est-ce que ça signifierait s'il y avait un mandat impératif ? C'est ce qui existait sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, lorsque on élisait les États généraux, chaque fois qu'il y avait les États généraux, mais pas seulement les États généraux, les assemblées de notables, enfin les États régionaux, les États provinciaux, etc., eh bien, le mandat était impératif. C'est-à-dire qu'on élisait un député, puis on lui disait, voilà, tu vas faire ça, ça, ça et ça, voilà la liste, voilà le genre de choses auxquelles tu t'engages. On vote pour toi parce que tu acceptes de faire tout ce qu'on t'a demandé de faire. Et si il ne le faisait pas, eh bien à ce moment-là,
les gens qui l'ont élu peuvent réunir des signatures pour dire voilà, nous avons élu ce monsieur, mais il ne veut pas faire ce qu'on lui a demandé de faire, alors on le vire. Voilà. C'est ça le mandat impératif. Et évidemment, avec la Révolution, ce mandat impératif disparaît, c'est logique, puisque à partir du moment, lorsqu'il existait les États généraux, en fin de compte, les représentants étaient là pour faire valoir leur point de vue auprès du roi, mais c'est le roi qui avait la souveraineté. À partir du moment où on enlève au roi la souveraineté, eh bien, ce sont les représentants qui ont la souveraineté. Et après tout, une fois qu'ils ont été désignés par le suffrage, eh bien, il n'est pas question de continuer à laisser le peuple décider. Il a désigné le représentant, le peuple s'est dessaisi de son pouvoir, et maintenant, le député, il ne représente pas sa circonscription, il représente une fraction de la souveraineté nationale abstraite. D'accord ? Très important de savoir ça, hein, très important. Donc, Sieyès est tout à fait opposé à la démocratie, au sens démocratie directe, et il est également contre le suffrage universel et pour l'élection du suffrage censitaire, puisque c'est seulement quand on a un peu d'argent qu'on peut être capable d'être intelligent, n'est-ce pas ? Si on n'a pas d'argent, c'est qu'on est bête. Voilà. Alors, c'est ça, n'est-ce pas, que l'on appelle la liberté souveraine, créée par la Révolution, qui entraîne l'interdiction du mandat impératif, l'interdiction du référendum, l'interdiction du plébiscite, le centralisme systématique et la suppression des provinces et des libertés locales. Ça entraîne également l'impossibilité de faire un procès à l'État. Et là encore, ça tranche envers l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, quand vous aviez un fonctionnaire, par exemple, qui faisait une route de fonds et chaussées, hein, une institution très ancienne, faisait une route dans un terrain qui vous appartenait, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous disiez, je ne suis pas d'accord là. Hein, et vous alliez au Parlement faire un procès à la couronne. À la couronne. Pas au roi personnellement, mais à la couronne. Et donc, vous disiez, la couronne m'a pris ce terrain, il faut qu'elle me le rende, ou alors qu'elle m'indemnise pour ça, puis je veux qu'on me dise. Et ça allait, il y avait un jugement, et la couronne était condamnée. Voilà. À partir du moment où la représentation souveraine a été créée, donc à partir de 1791, c'est terminé tout ça. Puisque c'est le peuple qui a nommé le représentant. C'est le représentant qui a nommé le fonctionnaire. Bon, donc c'est le peuple qui a nommé le fonctionnaire. Si le fonctionnaire prend le terrain de quelqu'un, il fait ce que le peuple lui a demandé. Donc, il n'y a pas de recours possible. Vous comprenez ? Alors évidemment, c'est extrêmement inconfortable. Parce que il y a tout le temps des fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir. Et c'est ça qui va donner, mais il faudra quand même 100 ans pour le faire, qui va donner la naissance du droit administratif et des tribunaux administratifs. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais c'est très intéressant, si ça vous intéresse. Ceux qui font du droit parmi vous peuvent se renseigner sur la façon dont le droit administratif a été imposé. Il a été imposé simplement parce que, il y avait des gens qui écrivaient. Alors évidemment, ils ne pouvaient pas faire un procès, mais alors ils écrivaient au roi ou à l'empereur Napoléon en lui disant voilà, votre fonctionnaire est venu, c'est pas gentil, s'il vous plaît, votre majesté, ayez la gentillesse de me rendre mon terrain ou alors de me payer parce que voilà, j'ai besoin pour vivre, etc. Ça s'appelle un recours gracieux. Alors que faisait le chef d'État quand il recevait ça? Paf, il le balançait à un ministre, qui le balançait à un préfet, et c'est le préfet, il n'avait pas dans le lien, il le balançait à son secrétaire. Le secrétaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il répondait. Et il trouvait peut-être un compromis ou pas, enfin, ça dépendait. Ça s'appelait le conseil de préfecture, qui commencera à avoir peu à peu des attributions juridictionnelles, qui va devenir par la suite le tribunal administratif, et qui va ainsi créer toute une hiérarchie de magistrats administratifs. Voilà. Mais ceci pour vous expliquer qu'au départ, la création de cette démocratie représentative, qu'on ne l'appelle pas encore, on l'appellera comme ça à partir du milieu du XIXe siècle, eh bien, elle a pour effet de priver les gens de recours contre l'État.
Quatrièmement, eh bien, la création d'une idéologie issue de la démocratie, issue de cette isonomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'égalité des droits. L'égalité des droits qui, le peuple désignant ses représentants, elle entraîne nécessairement deux choses. L'idée que le peuple est souverain, mais également l'idée qu'il est totalement incapable d'exercer ses droits s'il n'y a pas une élite. Donc, une idéologie élitaire va se créer à partir de la conception que les Lumières ont mise en place et qui va développer l'idéologie du progrès. Donc, cette idéologie démocratiste, elle repose sur trois idées essentielles. D'abord, la volonté du peuple est bonne si elle va dans le sens du progrès et si elle est rationnelle. Si elle ne va pas dans le sens du progrès ou si elle n'est pas rationnelle, ah non, là ça ne va pas du tout. Par exemple, si le peuple est contre la peine de mort, mais le progrès va dans le sens de la peine de mort, on va imposer l'abolition de la peine de mort. C'est donc aux élites progressistes qu'il incombe de guider le peuple. Et le troisième principe, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est logique, puisque la démocratie est bonne si elle va dans le sens du progrès, mais s'il y a des gens qui sont contre le progrès, il ne faut pas leur laisser la liberté de le dire, n'est-ce pas? Conséquence de la démocratie, de ce sens de la démocratie. Donc une nouvelle définition de la démocratie. Eh bien, cette définition de la démocratie, elle se développe sans cesse. On a tout le temps de nouveaux théoriciens. Bon, vous avez Robespierre, bien sûr, mais vous avez aujourd'hui un professeur de droit constitutionnel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Olivier Duhamel, qui a écrit un livre sur la démocratie française, je ne sais pas si vous l'avez lu, et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Olivier Duhamel? Eh bien, il nous dit ceci: la démocratie n'est pas un procédé juridique, c'est un processus. Vous voyez la différence. C'est-à-dire que la démocratie permet de substituer toujours davantage les comportements délibérés et rationnels aux comportements hérités. Il faut donc, nous dit Olivier Duhamel, éliminer toujours davantage le reçu au profit du voulu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le reçu, eh bien c'est ce que vous avez reçu, vos traditions familiales, votre langue, vos coutumes, votre gastronomie personnelle, familiale ou régionale. Tout ça, c'est le reçu. Et puis, également, le devoir que vous avez reçu. Devoir de veiller sur vos parents, devoir de faire plaisir, de correspondre à aux rêves que vos parents, vos grands-parents ont établis, l'acceptation d'une chaîne, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, ça doit disparaître, ça doit être liquidé. Olivier Duhamel nous dit, on admet la démocratie que si elle est le résultat d'une démarche délibérée, une délibération rationnelle. Donc il faut faire disparaître les identités pour que l'homme devienne le modèle abstrait que les élites ont conçu pour lui. Voilà. On proclame ainsi l'avènement d'un homme nouveau. Donc vous le voyez, la démocratie ainsi conçue devient une véritable religion séculière. Et vous avez de temps en temps des gens qui l'expriment de manière fort nette, par exemple M. Vincent Peillon, qui a été ministre de l'Éducation nationale pendant plusieurs années, et qui nous dit, voilà, mais le but, les enfants n'appartiennent pas à leur famille, ils appartiennent à l'État, pour que l'État en fasse ce qu'il veut. Vous voyez ? Voilà cette conception de la démocratie. Donc vous voyez, 4 sens assez différents. On parle de réalités qui sont extrêmement différentes. Alors, quand on dit je suis démocrate parce que je suis pour le mandat, pour la démocratie directe, telle qu'elle peut être dans la société d'Ancien Régime, la possibilité d'avoir un mandat impératif, d'avoir un contrôle sur mes élus pour qu'ils fassent qu'ils réalisent les choses pour lesquelles il a été élu. Bon, ben, moi je suis démocrate de ce point de vue-là, oui, mais pour les 3 autres définitions, je ne le suis pas du tout. Vous voyez ? Donc, il y a là, quand même, il faut savoir de quoi on parle. Bien. Alors, maintenant que j'ai fini ma première partie, nous allons étudier une deuxième partie, les critiques
des contre-révolutionnaires et des autres contre la démocratie. La première critique, c'est celle de Bonald, Louis de Bonald, qui est un philosophe très brillant, très profond, très défenseur des institutions traditionnelles, un peu lourd à lire. Un peu lourd à lire. Si vous avez envie de lire Bonald, prenez-le lentement, lisez chaque phrase, et puis recommencez quand vous en avez assez. Bonald nous dit ceci: ce qui est faux dans la démocratie, c'est le principe de souveraineté. C'est de dire que le peuple est souverain. Car on ne peut pas à la fois commander et obéir au même. Alors il peut y avoir une représentation, il peut y avoir une autogestion, mais la souveraineté, elle ne peut pas être assurée par celui qui est censé obéir. Et effectivement, c'est imparable, c'est pas possible. Il y a donc une escroquerie dans le fonctionnement d'une démocratie. Le pouvoir est un, il n'est pas multiple, et le souverain, quand il prend sa décision, il la prend toujours seul. Donc le dogme démocratique de la souveraineté est un mensonge, car on prive de tout recours le citoyen à qui l'on a remis la couronne du souverain. Donc ça, c'est la première critique, celle de Bonald, et elle va être reprise par tous les contre-révolutionnaires, y compris Maurras, Bainville, et puis Molnar aujourd'hui, enfin il est mort malheureusement. Donc c'est une critique principielle. Sur le principe, il y a une anomalie, il y a une absurdité dans cette notion de démocratie. Deuxième critique, celle par laquelle on estime que le système de la représentation nationale, Sieyès, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la négation de la liberté. Parce qu'elle institue une aristocratie élective, et cette aristocratie élective aura toujours tendance, comme beaucoup d'aristocraties, à s'intéresser d'abord à ses intérêts, plutôt qu'aux intérêts du peuple qui l'a désigné. Et elle peut facilement dégénérer en plutocratie. Et ça, c'est une critique qui va être le fait des contre-révolutionnaires, Bonald, Maistre, bien sûr, mais aussi socialistes et marxistes. Il faut savoir que Marx, par exemple, avait lu Bonald, et il disait, Bonald, il a dit des choses très justes sur cette question. Marx reprend les arguments de Bonald et de Maistre sur la démocratie. La démocratie n'est pas ce qu'elle prétend être. Aujourd'hui, vous avez un philosophe de gauche qui s'appelle Castoriadis, Cornelius Castoriadis, et qui reprend les arguments de Marx, de Bonald, en disant les régimes représentatifs, tout ce qui s'intitule démocratie, ne sont en réalité que des oligarchies, au sein desquelles le peuple n'a pas de pouvoir, et donc dans lequel il est asservi. Donc, pour Castoriadis, il n'y a de démocratie que directe. Il revient à la théorie de Rousseau, disant que la démocratie, il n'y a de démocratie que démocratie directe. Troisième critique, l'incapacité des citoyens à gouverner, l'ignorance et l'inexpérience des masses. Marx, en particulier, toujours dans la même mouvance, dans le même suivisme par rapport aux penseurs de la contre-révolution, il dénonce ce qu'il qualifie de démocratie bourgeoise, en disant elle est factice. L'égalité politique des citoyens, l'isonomie que les démocraties libérales prétendent établir, est contredite par le rapport de domination entre la classe bourgeoise et la classe prolétarienne. Et donc, les courants marxistes considèrent que dans une société capitaliste, l'égalité des citoyens est fictive et illusoire, et que les droits et libertés accordés aux individus sont non pas concrets et effectifs, mais simplement formels. Cela, principalement parce qu'ils ne contreviennent en rien aux inégalités économiques qui se répercutent comme l'inégalité d'accès au savoir et à l'information. Voilà. Donc, troisième critique. Maintenant, j'ai abordé la critique maurassienne de la démocratie, qui n'est pas foncièrement différente de celle des autres contre-révolutionnaires, mais Maurras a une particularité. Je vous ai parlé il y a 3 semaines de l'empirisme organisateur, n'est-ce pas? Et Maurras n'est pas un philosophe et il se refuse à faire de la métaphysique politique. Et il dit, moi, je ne vais pas faire de théorie du pouvoir, comme le font Maistre et Bonald, je ne fais pas de théorie du pouvoir. Quelle est la nature du pouvoir? Ce qu'il y a derrière?
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une volonté de puissance personnelle? Est-ce que c'est une sublimation du meurtre? Je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Maurras, lui, il préfère faire une analyse empirique des inconvénients de ce régime démocratique. Alors, globalement, Maurras va critiquer 3 choses dans la démocratie. D'abord la loi du nombre, ensuite l'égalitarisme, ainsi que l'idéologie utopique. Donc, si vous voulez, il reprend 3 des éléments que j'avais définis dans ma première partie et qui vont être le centre de sa critique. D'abord, il nous dit que la démocratie n'est pas le gouvernement du peuple, c'est le gouvernement du nombre. Et ça, c'est une idée qui est très importante parce que il dit qu'il y a une tyrannie de la majorité et cette tyrannie qui fait que les minorités sont systématiquement opprimées, eh bien, il faut la modifier de telle sorte que les minorités soient protégées. Si vous connaissez les paroles de la Royale, vous vous souvenez qu'il y a un couplet dans lequel, vous savez que la Royale a été faite par les maîtres de l'Action française. C'est un véritable discours politique, ce chant. Hein. Bon. Et il dit dans ce chant, le nombre errant n'est qu'un pauvre troupeau. Sans ordre, sans chef et sans guide, le nombre errant n'est qu'un pauvre troupeau. Au départ, les premiers à avoir rédigé ce texte, en particulier Jules Lemestre, avait écrit « Le peuple errant n'est qu'un pauvre troupeau ». Et Maurras a dit « Non, pas le peuple. Le peuple n'est pas un troupeau. C'est le nombre. » Car le nombre substitue au peuple, qui est quelque chose de concret, hein, de vivant, il substitue une abstraction mathématique. Donc, cette loi de la majorité, appliquée à des choses extrêmement compliquées, sur lesquelles l'information manque totalement, et qui est par conséquent susceptible d'être influencée par des émotivités, par les fluctuations de l'opinion, ou au contraire, eh bien, l'intervention de puissants qui vont arroser pour faire dire ceci ou cela, eh bien, évidemment, c'est tout à fait néfaste, car la majorité n'a pas nécessairement raison. Également, Maurras s'insurge contre le caractère irresponsable de l'opinion. C'est-à-dire que la démocratie, fatalement, va donner la voie au choix du moindre effort, du gaspillage des biens accumulés. De Gaulle, d'ailleurs, le disait, hein, les démocraties, elles lâchent toujours la bride aux dépenses incontrôlées. Et Maurras, à un moment, dit la démocratie, c'est comme dans la salle de classe. Dans une salle de classe, si on demande aux élèves de voter pour savoir s'il faut travailler ou pas, bah, la réponse, évidemment, elle va toujours être la même. Ils ont envie de ne pas travailler, de s'amuser. Mais évidemment, c'est pas comme ça qu'ils vont passer leurs examens et qu'ils vont recevoir une instruction. Eh bien, c'est exactement la même chose. La démocratie, elle conduit les gens à choisir toujours la facilité. De plus, la démocratie, telle que nous la connaissons, représentative, eh bien, elle entraîne toujours le règne de la magouille. Hein. Et Maurras écrit, nous n'avons pas une cour. Parce qu'il disait, les républicains se moquent de la cour, des intrigues de la cour. Nous n'avons pas une cour, nous avons 2 ou 3 000, chacune influente, toutes essayant de dominer. Et pourtant, Maurras aura des mots assez indulgents pour le député qui est soucieux toujours d'apporter des avantages à sa circonscription. Et il dit heureusement que le député est capable de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'intervenir en faveur des agriculteurs, des viticulteurs de son département, les bureaux de tabac, etc., de manière à adoucir le centralisme républicain. Évidemment, aujourd'hui, cet avantage a disparu, puisque toutes les possibilités d'intervention d'un député en faveur de sa circonscription ont été effacées peu à peu. D'autre part, Maurras, évidemment, est contre l'égalitarisme. Et il dit la démocratie, l'idéologie de la démocratie conduit à la médiocrité, au triomphe de la quantité sur la qualité. Et pourtant, dit-il, l'inégalité naturelle de l'homme se manifeste toujours, mais
Dans la mesure où on n'a pas une inégalité assise sur un mérite répété sur plusieurs générations, eh bien, l'inégalité, elle se manifeste de manière éclatante en ce qui concerne le pouvoir de l'argent. Car Maurras est extrêmement hostile au pouvoir de l'argent. L'argent est une valeur interchangeable, et Maurras écrit, je vais vous le citer, dans un peuple noble et ancien, riche, actif et puissant comme le nôtre, il ne peut y avoir de démocratie qui ne soit l'expression de la plus pure ou de la plus impure plutocratie. La souveraineté de l'électeur se transformera très vite en souveraineté du banquier. La raison est simple, il faut de l'argent pour se faire élire. Les partis sont tellement miteux et besogneux. Le gros industriel, le gros commerçant, surtout le gros financier sont des pouvoirs tellement plus accessibles et plus utilisables en d'autres temps. D'autre part, si l'élu est la créature directe de l'argent, il est à peu près fatalement conduit à se référer à ce pouvoir anonyme et vagabond de qui il tient son existence. Celui qui sait qu'il a été nommé à beau denier comptant ne peut éprouver grand scrupule à la pensée de se faire ravitailler, restaurer et, comme disait M. Pierre Laval, soutenir de la même manière. Voilà. Signalons qu'il n'y a pas seulement le pouvoir de l'argent, mais il y a le pouvoir de l'étranger. Rappelons quand même que du temps de Maurras, le ministre des Affaires étrangères russe Isvolsky a dépensé des sommes colossales. Il a arrosé toute la presse française pour qu'on soit favorable à une guerre avec l'Autriche en faveur de la Russie. La Russie a ses responsabilités dans la guerre de 14, faut pas l'oublier. Et Maurras constate combien l'ouvrier allemand est mieux, il le constate avec rage, parce que Maurras ne peut pas piffrer les Allemands, mais il est obligé de constater que l'ouvrier allemand est bien mieux traité que l'ouvrier français grâce à une monarchie paternelle qui a construit tout un système social de protection des ouvriers. Maurras renvoie donc toujours la démocratie au fait qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Et surtout, Maurras fustige le côté utopique de la démocratie. La démocratie n'est pas une idée, n'est pas un fait, elle est une idée qui inspire des lois désastreuses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est fausse et parce qu'elle est antinaturelle. La critique démocratique n'est pas physique, elle est métaphysique, nous dit-il. Elle n'est pas l'aide de la science, mais d'une religion, et une religion fausse. Voilà. Alors évidemment, Maurras, utilisant un mot d'ailleurs qui aujourd'hui est totalement démodé et dont la plupart des gens ne connaissent pas le sens, dit non, nous ne sommes pas démocrates, nous sommes démophiles. Voilà, démophiles, c'est-à-dire que nous aimons le peuple, nous voulons l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple est aux antipodes de l'intérêt de la démocratie. Et il, dans un passage très intéressant, qui s'applique parfaitement à la situation d'aujourd'hui, il nous dit ceci: voulez-vous de bons médecins? Voulez-vous de bons généraux, de bons juges, de bons administrateurs, de bons gouvernants ou de bons artistes? Désirez-vous pour eux la préparation, l'éducation convenable, quelque distinction qu'elle entraîne chez eux? Même au besoin, félicitez-vous de cette distinction-là. Au contraire, vous moquez-vous de la manière dont sera exercé le métier pourvu qu'il soit accessible à chacun et que chacun se puisse costumer en docteur, en juge, en général ou en président de la République. La démocratie en sera tout à fait heureuse, mais c'est le peuple qui paiera. C'est exactement la loi sur la démocratisation de l'enseignement qui a instauré, qui a détruit toute sélection dans l'enseignement au mépris de la qualité de nos diplômes. Ça, Maurras l'avait parfaitement prévu, un siècle avant, 70 ans avant. Donc voilà. Donc, conclusion de tout ça, j'aurais pu vous continuer, mais le temps passe. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la critique maurrassienne de la démocratie? D'abord, il faut noter que Maurras ne dissocie pas tellement république et démocratie. C'est important de le savoir, parce que nous verrons que la situation n'est peut-être pas tout à fait la même aujourd'hui. Et d'autre part, il reste sur une définition très, très classique de la démocratie, seule, du milieu du XIXe siècle, la souveraineté du peuple. Enfin, il y a une chose que je voudrais signaler, et je vous demande d'y réfléchir parce que c'est un problème fondamental que nous, contre-révolutionnaires, nous avons. Il y a tout de même quelques contradictions à prôner un soulèvement populaire tout en soulignant le rôle définitivement subordonné des masses. Il y a peut-être un petit problème quand même. C'est vrai que nous disons, il faut soulever le peuple,
On dit le peuple n'est pas souverain. Le peuple est là pour défendre ses droits, pour être libre et puis obéir. Donc vous lui demandez d'obéir, mais vous lui dites qu'il doit se soulever. Il y a une petite contradiction. Contradiction qui est propre de toute contre-révolution, et qui est d'ailleurs le propre de tout mouvement révolutionnaire. Parce que nous, contre-révolutionnaires, nous avons le problème, mais les révolutionnaires aussi. Bah, les marxistes, ils disent, bon, le peuple doit se soulever, puis après, après on encadre. Hein. Et puis il fera ce qu'on lui dira. Staline, il ne demandait pas au peuple quel était son avis. Je vous demande de garder à l'esprit ces petites notions, parce qu'elles permettent de réfléchir à ce que nous devons faire aujourd'hui. Et j'ai commencé ma troisième partie, la démocratie aujourd'hui. Alors là, je dois vous dire une chose, c'est que jusque-là, je vous disais ce que dit l'Action française. Là maintenant, je vous dis ce que pense un homme d'Action française, mais c'est ma pensée, vous pouvez la partager ou ne pas la partager, et je ne prétends pas dire que c'est la pensée de l'Action française. Alors, c'est une pensée d'Action française, mais ce n'est pas la pensée de l'Action française. La démocratie aujourd'hui a évolué d'une manière extrêmement décevante pour les démocrates, car elle a évolué en tournant le dos aux idéaux qui étaient ceux de la démocratie. Et d'abord parce que la démocratie a cessé d'être le contrôle par le peuple, elle est devenue un moyen d'encadrement des masses. Il y a un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, c'est un grand politologue, qui s'appelait Jacques Ellul, et qui a écrit en 1965 un livre fort intéressant qui s'appelle L'encadrement des masses. Et dans ce livre, il explique que la démocratie, c'est un moyen de verrouiller le pouvoir au profit d'un certain nombre de partis politiques qui sont des oligarchies, qui organisent de manière très serrée leur sélection et qui travaillent à maintenir de plus en plus grande leur privilégiature. Et ce, au mépris des intérêts du peuple et au mépris de l'opinion du peuple, en essayant le plus possible d'empêcher le peuple d'avoir une opinion, même sur les points où son opinion serait parfaitement éclairée. C'est également l'opinion d'un autre auteur américain, un grand sociologue et linguiste, qui s'appelle Noam Chomsky. Et Noam Chomsky explique que tous les représentants de cette école de penseurs démocratiques d'Occident, qui affirment que la démocratie requiert une classe d'élite pour s'occuper de la prise de décision, en fait, a pour but de fabriquer l'assentiment de l'ensemble de la population envers des politiques qui sont supposées dépasser ce qu'elle est capable de développer et de décider par elle-même. Autrement dit, Noam Chomsky nous dit, la démocratie représentative confisque le pouvoir. Et Ellul poursuit en disant que l'opinion publique est aujourd'hui totalement fabriquée. Il y a des gens qui vont structurer l'opinion publique en englobant le rôle des médias, qui deviennent des fabricants d'opinion. Les médias sont le chien de garde de la démocratie idéologique, de la démocratie élitaire que nous connaissons aujourd'hui. Il devient de plus en plus difficile de vérifier l'information. La consommation d'informations devient de plus en plus énorme, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une masse d'informations gigantesques qui nous est donnée, au sein desquelles nous n'avons pas la possibilité de trier, et que la présentation dont les informations, dont les faits sont affublés, permet évidemment de susciter un jugement de l'opinion favorable ou défavorable. Vous vous souvenez, l'année dernière, ou il y a 2 ans, du cadavre de ce petit garçon qui avait été trouvé sur une plage, et j'ai entendu un journaliste qui disait « Espérons qu'avec cette image, l'opinion des Français va changer à l'égard de l'immigration. » Autrement dit, on vous bourre, hein, et après ça, vous devez penser ce qu'on vous dit. Donc la démocratie est dépourvue de contre-pouvoirs face à une guerre de l'information. Bien plus, les contre-pouvoirs
sont pourchassés et dénoncés. Vous avez entendu le discours de M. Macron, dans lequel il dit il faut maintenant définir ce qui est fausse nouvelle et vraie nouvelle, et ceux qui diffusent ce que nous appellerons des fausses nouvelles seront sanctionnés. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que ça représente. Donc, le contrôle de l'information compromet la capacité de la population à former un jugement autonome. Et donc nous assistons, et c'est la conséquence normale, à une crise de cette démocratie qui se traduit par parce que les gens sont quand même conscients qu'on leur demande un avis frelaté. Et vous avez une désaffection citoyenne à l'égard du politique, avec un taux d'abstention gigantesque. Vous avez vu la dernière élection partielle qui a eu lieu, 20% de votants, 70% d'abstention quand même. Bon. C'est vous dire l'importance qu'on attache à tout ça. L'opinion publique a une très mauvaise opinion des politiques. En fait, la démocratie a de moins en moins de croyants. L'homme nouveau que les démocraties idéologiques ont prôné, cet homme nouveau qui serait libéré, l'homme nouveau auquel se réfère Olivier Duhamel quand il dit le reçu, le voulu contre le reçu, ben, il veut de moins en moins. Bon. Et peut-être Olivier Duhamel se contente de ce qu'on veut à sa place. Et d'autre part, il y a de plus en plus de gens, pas tellement en France, pas tellement en Europe, mais à l'étranger, qui contestent le caractère universel des principes démocratiques. Vous avez des tas de pays, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Chine, qui disent ouais, ben, la démocratie, ce que vous appelez la démocratie, c'est tout à fait quelque chose qui est un outil de l'impérialisme culturel de l'Occident, et puis c'est une vision qui est négatrice des traditions constitutives de nos pays, chinois, africains, etc., etc. Et là, vous avez une foultitude de gens qui interviennent pour dire, nous, votre conception de la démocratie, on n'en veut pas. Elle n'est pas conforme à notre mental. Ensuite, vous avez un autre phénomène vraiment nouveau et qui mérite d'être souligné. Je crois que ça, c'est également quelque chose qui n'existait pas du temps de Maurras. Vous savez, Maurras, quand il écrivait, il a écrit la contre-révolution spontanée. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Il dit voilà, bon, il faut mobiliser en faveur de la patrie française ce qui représente la France. Alors il y a les élites naturelles, qui globalement, bien conduites, seraient tout à fait disposées à jouer un rôle bienfaisant pour la prospérité et la perpétuation de la patrie. Les élites traditionnelles, la grande bourgeoisie, l'aristocratie traditionnelle, etc., etc. Vous avez l'Église catholique, hein, vous avez l'armée, vous avez les corps constitués, tout ça c'est quand même des piliers de granit sur lesquels on va construire la France. Mais écoutez, aujourd'hui, excusez-moi, mais tout ça, il ne reste pas grand-chose. Et l'aristocratie traditionnelle, bon, ben, en grande partie, elle s'intéresse simplement à sa situation, au fric, etc. Et la politique, même la patrie, ça l'intéresse plus tellement. Hein. Pareil pour la grande bourgeoisie. Et puis, je sais pas, vous avez... regardez un exemple, je vous donne un exemple, Monsieur de Castres. Hein, Monsieur de Castres, cadet d'une famille ducale, bon, eh bien, qui est toujours président d'AXA, eh bien, M. de Castres, qui vous dit, mais de toute façon, raisonner en termes de nation, c'est fini, aujourd'hui, c'est le monde global, le village global, etc., etc., la globalisation, ces gens-là ont trahi. Nous assistons à une trahison complète des élites. Bon, il faut quand même le savoir. Donc, si vous voulez, j'ai moins tendance à être hostile à un discours égalitaire, même s'il est temporaire, quand je vois à quel point ces élites traditionnelles, ou pas traditionnelles d'ailleurs, se sont totalement désolidarisées des peuples dans lesquels elles vivent, ou vivent de moins en moins d'ailleurs, parce qu'elles sont de plus en plus déconnectées des peuples dans lesquels elles vivent. Donc c'est une constatation qu'il faut faire. Elle est triste, elle est désolante, mais il faut être lucide. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, dans la grande insulte que nous donnent les élites, oui, vous êtes populiste. Voilà. Hein. Vous êtes pour la nation, la conservation des traditions, vous êtes pour la peine de mort, vous êtes pour les libertés locales. Populiste.
Hein, c'est ça, populacier, quoi. Ah, où on en est. Bien. À ce sujet, je voudrais vous raconter, pour vous détendre un petit peu, un phénomène historique très ancien, l'histoire du cardinal Ruffo. Ça vous dit rien, ça? Non? Bien, nous sommes en 1797 et les armées républicaines françaises envahissent Naples. Et bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils font partout, c'est-à-dire que bon, ils pillent tout ce qu'il y a à piller, ils volent, ils prennent tous les abbayes, tous les biens du clergé, ils les vendent, avec ça ils font du fric, et ils financent la République française qui a vraiment besoin d'argent pour tout, pour ses armées, puis pour les élites de la République qui ont vraiment besoin d'argent. Et le roi de Naples s'enfuit. Il s'enfuit en Sicile. Et là, eh bien, le roi de Sicile est accompagné d'un petit nombre de gens, de gentilshommes qui l'ont suivi, et en particulier d'un homme qui n'est autre que l'arrière-grand-oncle de la reine Paola de Belgique, et qui s'appelle le cardinal Ruffo. Le cardinal Ruffo qui était vraiment du bois dont on fait les gourdins. Hein. Et le roi dit, écoutez, je n'ai plus rien, toute ma noblesse m'a trahi. Je n'ai plus rien. Tout le petit nombre de gens qui m'ont suivi sont une infime minorité. Tout ce qui avait du pouvoir à Naples m'a trahi et a rejoint les armées françaises, les armées républicaines. Et il y a le cardinal Ruffo qui lui dit, écoutez, moi, je vous reprends le pouvoir, donnez-moi 2 barques et 32 gentilshommes, de bons soldats, hein, qui savent manier l'épée, etc. Et on va partir et je vous rends votre trône. Alors, le roi dit, pourquoi pas? Écoutez, qu'est-ce que j'ai à perdre? 2 barques. Il lui donne les 2 barques. Et il débarque sur la côte napolitaine. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir tous les gens qui n'ont pas de boulot, les chômeurs, les voleurs, les bandits de grand chemin, tous ces gens-là. Hein, et puis ils leur disent, vous savez, le roi a besoin de vous. Vous voyez les nobles, ils ont trahi, là, les châteaux sont là-bas. Vous y allez, vous les tuez, hein, et puis vous prenez leur richesse. Et puis le roi vous récompensera. Et puis il monte une énorme armée qui s'appelle l'armée catholique et royale. Le nom est le même, mais ce n'est pas du tout la même armée catholique et royale que celle de La Roche-Châtelain en France. Et donc, et tout ça, et il y a un chef qui commande les armées, l'armée catholique et royale, qui est un gardien de mulets. Il s'appelle Michele Pezza. Et ce gardien de mulets, hein, à qui les Français donnent un nom peu amène, puisqu'il appelle Fra Diavolo, le diable, le frère diable. Et Pezza va être fait duc par le roi de Naples, hein, bel avancement pour un muletier. Et eh bien, ils vont chasser les Français. Les Français vont être chassés à la mer, hein, et l'armée de Championnet va rentrer la queue entre les jambes en France. Donc, si les élites ne veulent pas soutenir la tradition, écoutez, pas de problème, on prendra leur place. Encore faut-il en être capable. Hein. Il ne faut pas être trop bête, il faut être courageux. Voilà, conclusion d'abord de cette réflexion sur la situation nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est aujourd'hui idoine, est-ce qu'il est conseillé de toujours nous affirmer antidémocrates, alors que la démocratie a tellement de sens différents et qu'elle est pratiquement abandonnée par la classe politique qui nous dirige? Est-ce qu'on doit continuer à utiliser ce mot dans son sens classique, son sens universitaire, alors que dans l'esprit de l'immense majorité de nos concitoyens, elle a un autre sens? Et moi je propose, c'est une idée personnelle, hein, je propose que l'on distingue 2 types de démocratie. La démocratie idéologique, celle de M. Olivier Duhamel, hein, et puis la démocratie holiste, celle qui revient à la primauté de la société dans laquelle la tradition nous a mis, notre naissance nous a mis, qui serait donc celle que nous défendons. Ça nous permettrait de ne pas être obligés sans cesse
de développer des raisonnements qui nous font perdre du temps pour démonter, comme je l'ai fait aujourd'hui, les divers sens de la démocratie. Alors, réfléchissez, moi c'est un peu mon idée, mais vous pouvez ne pas la partager. Conclusion. L'idée démocratique au sens où Maurras la dénonçait a perdu beaucoup de ses attraits. Il reste ce que nous appelions, ce que Maurras appelait les républiques sous le roi, toutes ces modalités d'autonomie que nos traditions maintenaient vivantes et que l'État moderne a systématiquement détruites. Pourquoi ne pas s'emparer de cette aspiration en donnant au mot démocratie un sens compatible avec nos espérances? Je vous laisse avec ce sujet de méditation. Je vous remercie de votre attention.